Je voudrais parler de rapport entre l'astrologie et les femmes. Qu'est-ce qui fascine les femmes dans l'existence même de l'idée d'astrologie? J'ai hier consacré une étude à Elisabeth Tessier, dont on sait qu'elle a traité abondamment de la question de l'astrologie, notamment dans sa thèse de doctorat de 2001, qui comporte l'expression fascination ou je ne sais plus, fascination et rejet. Qu'est-ce qui fascine dans l'astrologie réellement? Comment psychanalyser ce rapport à l'astrologie? En fait, et on est dans le non-dit là, parce que c'est pas forcément quelque chose qui a été dit, mais à mon avis, quand on réfléchit sur les femmes, quand on réfléchit sur le langage, on s'aperçoit que l'astrologie correspond à un état tout à fait remarquable du rapport au langage. En effet, littéralement, mais ça n'est pas dit comme cela, littéralement, ça signifierait que le ciel parle, que le ciel communique avec nous, et que le ciel, ce n'est pas l'homme. Toute la question là. Si je lis un livre, une partition, elle vient des hommes. Mais si je lis un thème astral, qui est censé être la réplique, tout simplement, de ce qui est dans le ciel, de ce que dit le ciel, eh bien, son origine est beaucoup plus mystérieuse. Elle est céleste, sinon divine. Alors, en quoi ce phénomène étonnant de la nature qui parlerait directement aux hommes sans passer par les hommes? Cette espèce de ligne directe entre l'homme et la nature étant, en l'occurrence, représentée par le ciel, c'est-à-dire par les planètes, par les étoiles. Jean-Pierre Nicolas, dans les années 60, il est toujours en vie d'ailleurs, à ma connaissance, Jean-Pierre Nicolas a voulu démontrer justement que le système solaire, dans sa structure même, nous parlait, pouvait nous parler. Le système solaire étant divisé en trois groupes: Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Je ne rentrerai pas dans le détail de son RET, mais il y a là un alphabet, c'est le cas de le dire, parce que d'ailleurs, toutes les planètes sont définies par un combinatoire des trois mots, RET, enfin bon, etc. En tout cas, il montre, en disant que le système solaire est un alphabet, et que cet alphabet, on peut le traduire, en tout cas, on peut comprendre ce que le ciel nous dit, et ce que le ciel nous dit à un moment donné, et ce moment étant ce qui nous concerne nous personnellement, si c'est notre naissance, si c'est éventuellement le moment où l'on interroge le ciel. Je ne pense pas qu'il pratique lui-même l'astrologie horaire, mais enfin il y a les transits, etc. Enfin, en tout cas, il y a un dialogue, il y a une communication prétendue, supposée, entre le ciel et nous, parce que nous avons réussi, certains astrologues ont réussi
à, comme des sortes de champollions en quelque sorte, ont réussi à décrypter les hiéroglyphes célestes. Et à partir de ce moment-là, les hommes n'ont plus le monopole du langage. L'astrologie fait perdre aux hommes le monopole du langage. Ce ne serait plus eux qui émettraient le message. Ils se contenteraient de le traduire, de le reproduire, de le transcrire, de le lire. Ça n'est pas innocent. Tout ça n'est pas innocent. En réalité, il s'agit d'une revendication d'autonomie par rapport aux femmes, par rapport à l'homme, de la part des femmes. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui est vécu. Il n'y a qu'à voir le public des réunions féminines, des grandes messes astrologiques qui se tiennent pas évidemment à Bordeaux, à Lyon, à Paris. Le public est à 95% constitué de femmes. Ces femmes ne viennent d'ailleurs pas spécialement pour parler. Elles viennent là pour entendre. En revanche, dans des petits séminaires où il y a une discussion plus interactive, là il y a davantage d'hommes. C'est moins clair. Cela dit, il y a un personnage qui est complètement absent dans ce genre de réunion. C'est rarissime. C'est le jeune homme. Alors, le jeune homme, et notamment le jeune homme diplômé de 25-30 ans, alors là c'est vraiment un oiseau rare dans les réunions astrologiques. Quelques jeunes femmes. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi dans d'autres réunions comme les cafés philo, où il y a très peu de jeunes hommes. Quand je ne vois pas de jeunes hommes dans une réunion, ça me semble suspect. Et moi-même, d'ailleurs, en vérité, dans les années 60, j'étais bien ce jeune homme, justement. Mais je n'étais pas le seul. Il y en avait d'autres. Il y avait Yves Le Noble, il y avait Patrice Loisel, il y avait d'autres personnages qui avaient un peu le même profil, tous les trois, c'est-à-dire des gens qui sortaient, qui étaient passés par l'université et qui s'intéressaient à l'astrologie. Alors, il faudrait étudier les profils spécifiques de ces personnages. Peut-être que quelque part, vous avez certains problèmes, on ne sait pas. Bah, laissons de côté cette question. Toujours est-il que l'élément féminin est terriblement dominant. Il est dominant. Et ce n'est pas par hasard. Alors, revenons, pour comprendre un peu plus ce que je suis en train de dire, revenons sur le rapport des femmes au langage et ce que représente le langage pour les femmes. Et plus généralement, ce qu'on représente le langage tout court, parce que pourquoi y a-t-il le langage? Je voudrais résumer ainsi ma pensée linguistique. Il y a une espèce de tour de passe-passe dans les langages. D'abord, le langage est un phénomène hybride. Sur le plan sensoriel, il est hybride. C'est un peu comme une chauve-souris. Il est
à la fois de l'ordre de la vue et de l'ordre de l'ouïe. On n'imagine pas une langue qui ne pourrait pas se parler, s'entendre. Et souvent, les langues s'écrivent aussi. Parfois, on ne les connaît que par leur écriture, et non plus par leur oralité. C'est déjà un phénomène suspect, cette dualité du langage, cette intersensorialité du langage qui nous fait passer comme ça alternativement de l'ouïe à la vue et de la vue à l'ouïe. Et cette bizarrerie devrait éveiller nos soupçons. Parce que ça permet d'étranges tours de passe-passe, d'étranges phénomènes de substitution, pour parler comme dans les tours de magie. Il y a donc quelqu'un qui parle. Je préfère prendre l'exemple de la musique. C'est peut-être plus simple à suivre. Parce que moi-même, je suis dans ce domaine aussi. Imaginons un compositeur donc, qui produit une œuvre sur son instrument. Et il l'a transcrit les notes, le mot note lui-même veut dire qu'on transcrit. Il transcrit les notes sur un papier. Éventuellement, on va s'imprimer, enfin la question n'est pas là. Il transcrit les notes sur un papier et il les donne à lire à une jeune pianiste, par exemple. Cette pianiste va interpréter, comme on dit, interpréter ces notes et restituer l'oralité, l'auditif initial. Donc il y a une espèce d'aller-retour ici qui est assez étrange. Parce que, de ce fait, par ce processus, cette pianiste va se retrouver dans la même situation, en apparence, devant un piano, que le compositeur. Si ce n'est que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que ce n'est pas elle qui aura composé. Elle se sera contentée de suivre les notes, les instructions qui sont donc écrites pour revenir à la dimension de l'ouïe. Maintenant, si on passe maintenant au langage courant, c'est à peu près la même chose. Je peux écrire un texte. Sous le mot écrire, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. Il a été galvaudé. Écrire, ça veut dire composer, en fait. C'est pas simplement savoir écrire pour copier. De façon d'écrire, mais copier, c'est pas écrire. Enfin, alors, j'écris un texte qui émane de ma pensée, qui peut résumer ce que je peux dire oralement, ce que je suis en train de dire maintenant, je peux essayer d'écrire. Cette écriture ne sera pas forcément d'ailleurs la reproduction, l'expression exacte et fidèle de ma pensée orale. D'ailleurs, personne n'a jamais pensé qu'une partition restituée fidèlement
composition originelle au niveau musical. Et donc on peut se demander si ce que l'interprète musical fait correspond à ce qui est à l'origine. Mais on va faire comme si. Pour une raison très simple, c'est comme on ne sait pas comment le compositeur a joué son œuvre, on va se dire que il a joué comme il apparaît à travers l'écrit de la partition. C'est une sorte de cercle vicieux où on botte en touche. Il n'empêche que là, nous sommes au cœur de la problématique féminine, de la condition féminine, à savoir qu'elle, par le truchement de l'écrit, manuscrit, imprimé, elle accède à un statut d'oralité qui n'est pas le sien, puisque elle est d'abord dans l'écrit. Elle ne capte que l'écrit. Et on a un peu la même situation avec les lecteurs de CD, de DVD, etc. Savoir que on met des signes, parce que le CD ce sont des signes, c'est un langage, et le CD va passer de ces signes visuels ils sont parlés, enfin, ils sont inscrits, donc ils sont visibles en principe, quelque part, à une dimension sonore. Cette dimension sonore qui est quand même quelque part perçue comme beaucoup plus vivante que la dimension écrite. L'écrit a quelque chose de mort, quelque part, par la force des choses. Et donc, repasser de l'écrit à l'oral, c'est tromper la mort, c'est dépasser la mort, c'est retrouver la vie. C'est le revival. Donc ça, c'est très fantasmatique. Donc, pour revenir à notre affaire, et je ne vais pas prolonger plus longtemps notre causerie, on ne peut pas comprendre l'astrologie si on ne comprend pas le langage. Et si on ne comprend pas la problématique que les gens ont par rapport au langage, et cette dualité, cette dialectique extrêmement perverse par certains côtés de l'oral et de l'écrit, et de ce que ça signifie. Mais la souffrance de celui qui est condamné d'accéder à l'oralité que par le biais de l'écrit, c'est que il est à la merci de son prochain, c'est-à-dire de son frère, c'est-à-dire d'un autre homme, avec ce que ça peut avoir de pénible. En revanche, si ce sont les astres qui parlent, qui ordonnent, qui expriment des verdicts, à ce moment-là, les choses prennent une autre dimension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'homme et la femme, il y a aussi le ciel, la divinité, Dieu, le Seigneur, tout ce qu'on voudra. Et par cette espèce de triangulation, eh bien, on retrouve une forme d'égalité entre les hommes et les femmes, puisqu'ils sont tous finalement à la merci, aux ordres du cosmos, ou de la transcendance, ou du ciel. Et ce n'est pas par hasard qu'on emploie le mot ciel aussi bien pour désigner une dimension astronomique qu'une dimension divine.